C'est important et c'est bien que vous soyez là, parce que vous êtes la première génération qui va découvrir et qui va expérimenter les premières applications blockchain décentralisées. Et alors moi j'ai une question rituelle quand j'interviens, c'est qui a de la crypto-monnaie aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. Quelques-uns. C'est un peu moins que ce que j'ai d'habitude. Et alors parmi ceux qui en ont, qui sont ceux qui ont plus de 5 crypto-monnaies qui ont déjà acheté quelque chose avec? Ok. Il y en a quelques-uns. Bon, on voit que toute l'adoption reste à faire et c'est intéressant. Donc, nous, ce qu'on va faire pour le fil de cette masterclass, c'est que je vais d'abord vous parler du contexte de la création de la blockchain et du Bitcoin. On va ensuite rentrer dans quelques éléments techniques qui sont nécessaires pour bien comprendre de quoi on parle. Ensuite, je laisserai Iris vous parler des ICO, du rôle du token, de ses usages. Et ensuite, je parlerai des grands champs, des grands domaines d'application de la blockchain. Et je laisserai Iris conclure sur les sujets légaux associés à la blockchain. Je te laisse. Alors, merci beaucoup, Alfonso, pour cette initiative. Effectivement, c'est un sujet très, très intéressant, très actuel et en pleine évolution. Vous avez le sentiment que lorsque vous avez cru comprendre de quoi il s'agit, 3 mois plus tard, vous êtes déjà dépassé. Donc, en réalité, il faut rester au contact du sujet sans cesse et ne pas se limiter uniquement à la presse, à la grande presse, parce que très souvent, les propos sont repris d'autres sources et ne sont pas toujours très exacts. Donc, en réalité, c'est une occasion d'aller à l'encontre d'autres métiers que le vôtre, c'est-à-dire des développeurs, des gens qui connaissent la technicité de la matière, parce que sinon, vous allez avoir toujours du mal, vous avez toujours un temps de retard pour comprendre réellement ce qu'il s'agit, essayer de proposer des solutions juridiques ou identifier des problèmes qui peuvent se poser avec cette nouvelle technologie qui va indéniablement révolutionner beaucoup de domaines, que ce soit le droit, que ce soit la manière dont on enregistre les choses, que ce soit même la médecine, enfin la manière dont on gère un dossier patient, par exemple, que ce soit le métier des notaires, que ce soit la finance, la manière dont on fait de la finance. Donc en réalité, les possibilités d'application en tout cas c'est la promesse pour l'instant, parce qu'on est encore au stade de développement, semble en tout cas être sans limite. Voilà. Ce qui fait que, autre raison pourquoi c'est important que surtout la jeunesse s'intéresse à ce sujet, c'est-à-dire que ce qu'on vous enseigne aujourd'hui, malheureusement, d'ici 5 à 10 ans, est probablement déjà dépassé par la technologie. C'est-à-dire que d'ores et déjà, ce qu'on vous enseigne, on a toujours un temps de retard pour s'aligner avec tout ce qui est nouveau. Je n'ai pas de doute que d'ici 10 ans, je n'enseignerai pas, par exemple, le droit de la même manière, mais je pense que la finance aussi, il faut s'adapter, il faut être au courant, parce que c'est aussi un moyen de financement, hein, c'est une technologie, mais c'est aussi un moyen de financement, d'où l'intérêt que vous soyez apte à vous adapter vous-même demain, lorsque vous serez amené à, par exemple, faire de la compliance. Demain, la blockchain peut être un outil de compliance. Vous voyez, si vous faites de la protection de données personnelles, demain, vous pouvez peut-être mieux gérer la protection de données personnelles. Si vous faites du trading, demain, peut-être que le settlement, etc., vous le ferez par la blockchain. Donc, d'où l'importance de comprendre un tout petit peu de quoi il s'agit. Et je vous invite d'ailleurs, au-delà de cette masterclass, de rester au contact du sujet. Non seulement est-il passionnant, mais je pense que aussi il vous sera très utile dans votre vie du travail. Alors, je m'excuse tout de suite. Pour ma part, j'ai une petite présentation parce que j'aborde le sujet dans l'un de mes cours qui était initialement en anglais, donc j'ai traduit très rapidement pour l'adapter à la masterclass. Donc, on essaiera de suivre ce que vous a proposé Adrien en essayant d'avoir aussi un tout petit peu un support visuel. Oui. Peut-être que si et là, le rouage sera un peu grippé entre ce qui est affiché, mais on s'adaptera oui. Forcément à tout ça. Voilà. Exactement. Alors, moi, je vais me présenter rapidement. Donc, Adrien Hubert, je continue à mener des projets blockchain en banque et j'ai créé CoinCapital parce que j'ai connu Bitcoin en 2013. Et j'ai compris, j'ai mis 2 ans pour comprendre que c'était une révolution. Et alors nous, ce qu'on fait, on fait 3 choses essentielles qui sont au cœur de l'écosystème. La première, c'est qu'on accompagne pour l'achat de crypto-monnaies, qui est le cœur de l'adoption. On l'a bien vu quand j'ai fait le petit test. Pour l'instant, il y a entre 3 et 5% de personnes qui ont des crypto-monnaies en France. Deuxièmement, on propose des indicateurs professionnels, donc des limites d'ordre, des ratings, des portefeuilles personnalisés, pour savoir quelles sont les crypto-monnaies à acheter, parce qu'il y en a plus de 1600 qui sont cotées. Et troisièmement, c'est une offre plus institutionnelle.
on conseille des entreprises, des associations, des fondations et des États, maintenant aujourd'hui, dans leurs projets d'ICO, de blockchain et de DLT. Alors, ICO, blockchain, DLT, c'est des termes qu'on va définir au fur et à mesure. Mais avant, ça me semble important de savoir le contexte. D'où ça vient la blockchain, quelle est l'idéologie derrière et quels sont les éléments qui sont intéressants à connaître pour savoir d'où ça vient. Parce que derrière, il y a une pensée. Donc, on est en fin 2007, début 2008. Le début de la crise financière vient d'arriver. On assiste à une crise qu'on n'avait jamais connue depuis la crise de 29. Il y a 8 millions de chômeurs supplémentaires en 2 ans. Il y a des États qui sont déstabilisés par la crise qui vient des États-Unis, je le rappelle, et qui arrive en Europe. J'ai un exemple très simple que j'aime bien, c'est la couronne islandaise qui a perdu plus de 50% de sa valeur par rapport à l'euro en 2008. Et forcément, les citoyens ont vu leur prix augmenter de plus de 15% parce que le prix est corrélé à la valeur de la corrélation de l'euro. Donc on voit bien que les institutions financières, telles que les banques centrales et les gouvernements, ont un pouvoir de décision dans le financement de l'économie, comme l'a dit Iris, et dans le rôle de la politique monétaire. Le problème, c'est que ces institutions ne sont pas infaillibles. Et donc tout le problème se pose, c'est que quand elles font face à des problèmes graves de crise, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les États et donc nous qui payons? Ou alors est-ce qu'on peut trouver une autre solution? Alors j'ai un deuxième exemple que j'aime bien pour légitimer le fait que les banques centrales et les gouvernements ne sont pas infaillibles. C'est la ponction qui a été faite à Chypre en 2013. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en 2013, il y a eu les états de la crise gouvernementale en Europe et tous les comptes de plus de 100 000 € ont été ponctionnés à hauteur de 47% à Chypre. C'est un peu comme si vous, du jour au lendemain, la banque faisait 50% sur ce que vous avez sur vos comptes. Ça ne fait pas plaisir, forcément. Et alors, un dernier exemple, c'est la dette des États. Est-ce que vous savez combien, en France, on a de dette aujourd'hui? 2300 milliards. Et alors, sur cette dette, on a 1500 milliards de dettes qui sont les intérêts de cette dette. Donc, est-ce que c'est bien notre modèle social français qui pose problème ou alors c'est le financement de ce modèle social? Ça, je vous laisse répondre à la question. Et alors, dernière petite remarque que j'aime beaucoup, c'est quelle est la valeur aujourd'hui de la monnaie? La valeur, elle est nulle. La valeur, c'est la confiance que vous avez dans cette monnaie. La monnaie fiduciaire, qui est les pièces et les billets. Pourquoi un billet de 10 € vaut 10 €? Parce que vous voyez que c'est marqué 10 €. C'est la confiance dans le chiffre, dans le nombre sur le billet. Fiduciaire, qui vient de fiduciaire en latin, la confiance. On est au cœur du sujet. Et le deuxième mode de paiement, la monnaie scripturale, qui est la monnaie des comptes en banque. Vous faites confiance à votre banque pour bien gérer pour vous le compte en banque. C'est-à-dire que vous avez 2000 €, vous retirez 2 € pour un café, vous faites confiance que votre banque retire bien ces 2 €. Voilà. Et ça, c'est vous décharger d'un pouvoir que vous confiez aux institutions centralisées, telles que les banques centrales et les États. Donc ça, c'est le constat. Donc qu'est-ce qui se passe fin 2008? En août 2008, on a un individu ou un groupe d'individus, on ne sait pas, Satoshi Nakamoto, qui publie une notice d'utilisation, un white paper, qui est Bitcoin, un système décentralisé de pair à pair. Ce système, cette notice, elle comporte deux choses. Premièrement, une monnaie digitale, une crypto-monnaie, que j'appelle crypto-actif, je vous expliquerai pourquoi, le Bitcoin. Et deuxièmement, un protocole. C'est ce protocole qu'on appelle la blockchain. Donc ce protocole, qu'est-ce que c'est? Ce protocole, c'est rigoureusement un fichier. Un fichier décentralisé, avec des acteurs qui se partagent ce fichier et qui le centralisent en le mettant en synchronisation. Et cette centralisation de synchronisation, qu'on appelle le consensus, il est fait de façon décentralisée et éprouvé mathématiquement. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes de consensus. Je vais vous en parler de deux qui sont les deux plus grands. Le premier, c'est le proof of work, la preuve de travail. C'est celui qui est né avec Bitcoin. C'est une puissance de calcul par ordinateur qui est mise à disposition du réseau pour trouver une solution mathématique pour valider un bloc de données. Et ce qui est important de savoir, c'est que les données, dans ces blocs de données, c'est pour ça qu'on appelle ça blockchain, parce que c'est un enchaînement de blocs qui se suivent, il faut valider le bloc et une partie de l'historique du bloc d'avant, ce qui permet d'avoir un suivi de blockchain et un fichier qui est protégé. Et le deuxième grand système de validation, c'est la validation par proof of stake. C'est un autre système qui est moins énergivore,
mais qui repose sur d'autres fondamentaux. Donc, c'est un système où il faut avoir une preuve, non pas par la force de travail, mais par la currency, la monnaie que vous avez sur le réseau, et que vous prouvez que vous l'avez. Et donc, ce qui est intéressant dans l'un ou l'autre de ces systèmes, c'est que ce sont des systèmes qui sont incentives, qui motivent les utilisateurs à bien utiliser ce réseau. Et enfin, pour conclure sur blockchain et Bitcoin, ce qui est intéressant de savoir, c'est que pourquoi c'est une révolution? Parce que la blockchain, le Bitcoin et les crypto-monnaies, crypto-actifs, ils permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, je m'explique très rapidement. La blockchain, comme Bitcoin, c'est une blockchain que l'on dit publique, une blockchain que l'on dit ouverte. C'est-à-dire que tout le monde, tous les acteurs du réseau, peuvent venir, télécharger le logiciel et participer au consensus. Pour ça, ils sont récompensés, et c'est pour ça qu'on les appelle les mineurs. Il y a une deuxième forme de blockchain, qui est la blockchain privée, la blockchain de consortium, qui, lui, permissionne le réseau. Je m'explique très simplement, on prend tous les institutions de financiers, on leur dit que seuls eux peuvent accéder à ce réseau, cette blockchain, et du coup, on a un réseau privé. L'avantage de ce réseau, c'est que les personnes se connaissent. Et c'est pour ça que ces réseaux privés, ces blockchains de consortium sont principalement utilisés en entreprise pour des projets. Le deuxième avantage, c'est la scalabilité du réseau, c'est-à-dire c'est la vitesse de transaction du réseau qui permet de valider très rapidement sur les réseaux privés et sur les projets de banque. Parce que ce que vous savez sûrement, c'est qu'en banque, il y a des centaines de milliers d'opérations par seconde et on a besoin d'un réseau qui est très rapide. Donc c'est intéressant. Et troisièmement, un terme que vous avez déjà entendu parler, les DLT, les technologies de tenue de compte distribuée, qui regroupent les blockchains privées, publiques et d'autres formes de tenue de stockage. Et c'est des projets qui sont également menés en banque en supplément des blockchains. Alors, si je peux juste revenir un pas en arrière, parce que comme on n'a pas eu le temps de complètement s'accorder, juste pédagogiquement, en réalité, ce qu'on essaye, enfin, les termes souvent associés avec le mot blockchain, crypto, etc., il y a certains parmi vous qui connaissent déjà parfaitement ça, mais peut-être que d'autres ne le connaissent pas. On parle souvent de Bitcoin, c'est un peu la monnaie illustrative de cette technologie, mais il y a le challenger qui est Ethereum, donc avec l'Ether. Ensuite, on vous parle souvent aussi, et on voudrait aujourd'hui vous faire comprendre ce que c'est des smart contracts. Donc ça, c'est ces petites icônes. On vous parle des mineurs. Qu'est-ce qu'est un mineur? Que fait un mineur? Donc Adrien vous a déjà expliqué que ce sont vraiment des nœuds essentiels du système qui, par des modes de validation, font en réalité que ça marche, que ça fonctionne. On vous parle de distributed ledger, c'est-à-dire le registre distribué. Encore faut-il comprendre et le distinguer d'autres formes de registres, parce qu'on en a des formes de registres. Hein. Aujourd'hui, dans notre économie, aujourd'hui, on enregistre en réalité tout. On a ensuite la cryptologie, qui est aussi le sous-jacent, la clé du système. Ça ne peut pas fonctionner sans cryptologie. Donc, globalement, son programmeur, son développeur, son mathématicien, qui deviennent incontournables. On a ce qu'on appelle, et ça, il faut vraiment comprendre la nuance entre le proof of stake et le proof of work, parce que c'est aujourd'hui encore les deux modes principaux de validation qui chacun a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Et donc, voilà un tout petit peu le panorama de ce qu'on voudrait aborder aujourd'hui et qu'on voudrait vous permettre de vous familiariser avec. Donc, si vous avez des questions, on va reprendre chacune de ces étapes. Donc, si vous avez des questions, si vous ne suivez pas, si ce n'est pas assez clair, n'hésitez pas à nous poser des questions ou à nous interrompre. Donc, je passe très rapidement sur cette idée assez révolutionnaire et aussi un tout petit peu pas anarchique, mais anti-gouvernemental en réalité de Satoshi Nakamoto, parce que très honnêtement, le système qu'il proposait était un système qui s'affranchissait complètement de banque centrale. Aujourd'hui, quand Adrien dit la monnaie fiduciaire, c'est que vous faites confiance, mais vous faites aussi confiance parce qu'il y a quelqu'un, il y a la banque centrale qui a un rôle d'assurer la valeur de la monnaie. Donc en réalité, la confiance que vous avez, c'est dans le mécanisme, dans l'État, dans la banque centrale, dans cette organisation-là, de préserver la valeur de votre monnaie, ce qui, comme on le sait tous, parfois marche très bien, mais il y a eu aussi des grands accidents, pensant à la crise de 29, ou pensant même aujourd'hui encore à certains pays d'Afrique, ou même d'Amérique latine, où pour acheter une voiture, vous devez prendre 4 valises de cash, les mettre sur la table et commencer à les compter.
Voyez, donc c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose pour les gens qui, en tout cas, qui l'ont vécu, qui aujourd'hui gagnaient 1 000 € et le soir, ça valait une baguette. Vous voyez, c'est-à-dire c'était pas des euros, c'était une autre monnaie. Bah, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à vivre et à gérer. Donc on a un luxe quand même et un confort assez considérable parce qu'aucun de nous n'a vraiment connu la guerre et aucun de nous n'a vraiment connu, on a eu une crise importante, mais on n'a pas vraiment eu une dévalorisation de la monnaie. Or, quand vous avez cette dévalorisation de la monnaie, vous commencez à ne plus avoir confiance dans le système. Et cette idée-là, et c'est important que ce soit en 2008, 2009 en réalité, c'est 2008-2009. Ou 2008. Août 2008, voilà, que ça a été publié. Globalement, le message, c'est vous n'avez plus besoin de banque, vous n'avez plus besoin de banque centrale. Vous pouvez gérer ça tout seul. Et si vous allez même un pas plus loin, parce que les applications sont multiples, vous n'avez même plus besoin d'État demain, parce que vous pourriez en réalité vous organiser tout seul. C'est ça qui est très révolutionnaire, était contestataire aussi du système dans cela. Parce que toute la clé, c'est je n'ai plus besoin de ce tiers de confiance. Notre économie aujourd'hui est une économie de centralisation. Tout est centralisé d'une certaine manière parce qu'on a partout des tiers de confiance. Vous faites confiance à votre banque pour votre argent, vous faites confiance à votre médecin pour vos données médicales, vous faites confiance à votre notaire, vous faites confiance à votre secrétaire, vous faites confiance à tout un tas d'intermédiaires. Et avec la blockchain, vous n'avez plus réellement besoin du même degré de confiance. Et c'est ça qui est en réalité très révolutionnaire. Bon, après, il y a aussi la spéculation, c'est-à-dire que le Bitcoin, c'est un peu la monnaie emblématique de la blockchain. D'ailleurs, il y a beaucoup plus, je pense, de gens qui savent qui ont entendu parler du Bitcoin que de la blockchain. Vous voyez, c'est-à-dire que tout de suite, on va le grand argent, l'argent facile, tout le monde devient riche, etc. C'est parfait. Donc, effectivement, quand on regarde, là, j'ai téléchargé ça hier, le cours du Bitcoin sur un an. On voit qu'en réalité, en décembre à peu près 2017, il était à quasiment 20 000 $. Un bitcoin, 20 000 $. En septembre, puisque j'avais accès à mon article sur les ICO en septembre, il était à 6 000 $, où c'était déjà sans record high, c'est-à-dire le plus haut niveau qu'il avait atteint. Et il y a des mois avant, ou même des années, tout le monde disait non mais c'est pas important, enfin c'est un peu une blague, etc. De toute manière ça va rechuter. Et ça monte jusqu'à 20 000. Bah, effectivement, il y a eu la chute. Alors pas jusqu'à 0, mais en janvier, il a quand même perdu une très grande partie de sa valeur. Et aujourd'hui, il est tradé à peu près 7 000 €. Voilà, donc il y a effectivement aussi tout un tas de spéculations autour de ce système. Il y a aussi tout un tas de projets qui ne sont pas toujours honnêtes, soyons honnêtes aussi, qui posent tout un tas de questions de régulation aussi. Et là, juste pour vous faire un point de comparaison, ça c'est Ether. L'Ether, c'est l'autre grande monnaie, crypto-monnaie, c'est un peu ce que j'appelle le challenger. Et là aussi, on constate, alors ça vaut beaucoup moins, c'est négocié à beaucoup moins, mais on avait quand même aussi, à la même époque, à peu près en décembre 2017, un pic, un grand pic, parce qu'il y a eu, il faut aussi peut-être rapprocher ça des ICO, parce qu'en décembre, en 2017, il y en a eu énormément. C'était l'année des ICO en réalité. Donc, qui font que et les ICO se payent souvent en Bitcoin ou en Ether. Donc, ça peut aussi être un élément d'explication de cette courbe-là. Et bon, là, on voit que la courbe revient en réalité à sa courbe normale, parce que si on fait abstraction, si on élimine les choses qui sont un peu aléatoires ou hors commun, on reste un peu sur une courbe comme ça, vous voyez. Donc, c'est revenu en réalité à sa trajectoire naturelle, disons. Donc, juste voilà, pour vous donner juste quelques éléments, quelques chiffres. Ensuite, donc, Adrien va vous expliquer ce que enregistre en réalité la blockchain. Alors, je m'excuse tout de suite, certains slides sont restés en anglais. Donc voilà. En fait, globalement, si vous voulez vraiment être basique, vous avez 3 grandes utilisations. D'accord ? 1, c'est un registre, ça enregistre l'information. 2, ça permet de transférer de la valeur, c'est-à-dire de faire des transactions. Et 3, pas toutes les blockchains, mais certaines d'entre elles, par exemple la blockchain Ethereum, vous permet d'avoir des contrats automatiques, des smart contracts.
globalement, est-ce qu'il y a des choses à rajouter, si on the big picture? Alors moi, j'ai des petites choses un petit peu partout. Le premier, c'est sur le graphique. Forcément, si on le prend sur un an, ça peut être un peu tronqué parce que moi, j'ai connu l'époque où on échangeait 10 000 bitcoins contre 2 pizzas. Oui, donc forcément, on est parti de zéro et il y a forcément un sentiment de marché, il y a une certaine bulle au fond, peut-être très liée d'ailleurs à la fiscalité des crypto-monnaies, peut-être on en reparlera. Mais c'est sûr que sur un an, c'est pas terrible, mais sur 3 ans, c'est quand même x25. Je connais très peu d'actifs ou de placements financiers qui font une telle performance. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, et ce que tu as tout à fait raison Iris, c'est la confiance qu'on a dans les institutions. Et moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est les accords de Bretton Woods, où on avait une garantie entre la monnaie, le dollar, et l'or, un actif. Ça a disparu en 71, et alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas les États-Unis, comme on le pense, qui l'ont abandonné le premier, c'est les Allemands, parce qu'eux avaient bien connu l'hyperinflation, et ça dit quelque chose de l'économie. Ensuite, ça a été abandonné en 1976 avec les accords de Jamaïque. Maintenant, la monnaie ne repose ni sur un actif tangible comme l'or, ni sur aucun actif que la confiance dans les utilisateurs et dans le sentiment de marché des cours intercorrélés. Ça, c'est intéressant. Le deuxième point que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on peut faire des choses sur les blockchains publiques qui n'étaient pas possibles jusqu'alors. Je m'explique. Le web, Internet, c'est très utile pour transférer de l'information. Pourquoi? Moi, si je veux envoyer une photo à Alfonso, par exemple, je n'envoie pas la photo, j'envoie une copie de la photo à Alfonso. Mais on n'a pas ce sentiment de rareté, de valeur qui est nécessaire pour un envoi et un transfert d'actifs. Avec la blockchain, les blockchains publiques, on peut transférer de la valeur, un actif, sur une blockchain avec un système qui gère à la confiance. Et c'est ce qui permet d'avoir des couches de protocoles en dessous des applications pour transférer de la valeur. Et c'est ça, je pense, la vraie force, la vraie révolution dans ces blockchains publiques. C'est ça. Et juste pour revenir donc, sur le système, ce qui est différent et révolutionnaire, là, c'est pas moi qui a inventé ça, là, vous avez la source. En réalité, dans un système central, vous avez ici un nœud qui gère tout et qui dispatche l'information autour de lui. D'accord? Donc, c'est assez centralisé. Donc, tout l'intérêt, et c'est d'ailleurs très facile à réguler pour le régulateur, parce qu'il peut identifier ce nœud central, il met la pression sur lui et il gère globalement les choses. Bon. Et donc, c'est très important d'ailleurs que ce nœud soit régulé. Pourquoi? Parce que si lui, il est défaillant, tout le système tombe. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre la distinction entre décentralisé et distribué, parce que ce n'est pas la même chose. Donc ici, vous avez un exemple d'un système décentralisé. Vous avez plusieurs nœuds comme celui-ci, donc vous faites un spread du risque, hein, parce que vous en avez plusieurs, mais chacun des nœuds fonctionne de la même manière. C'est-à-dire chacun des nœuds envoie de l'information. Bon, il y a peut-être un nœud central et puis des nœuds, des satellites, mais l'information circule de manière centralisée de toute manière. Et toute la révolution de la blockchain, c'est que le registre ou l'information est distribuée. C'est-à-dire que vous avez une copie de tout le registre sur chacun de ces nœuds qui sont interliés entre eux. Et c'est ça qui fait d'ailleurs, c'est pour cela qu'on vous dit que l'information est infalsifiable. C'est un registre infalsifiable. Pourquoi? Parce que ici, vous devez corrompre au moins la moitié, si pas tout le système. Alors, on ne va peut-être pas parler des attaques à 51, mais voilà, c'est-à-dire que si je corromps ce nœud ici, d'accord, j'ai toujours la copie de l'information sur les autres nœuds. Donc, en réalité, pour vraiment changer la réalité, ici, dans ce système-là, je corromps le centre, tout tombe. Dans ce système-là, j'ai un peu plus de travail, mais je corromps quelques-uns et puis j'ai quand même une grande influence dessus. Dans ce système ici, c'est beaucoup plus compliqué parce que quand bien même il y a un nœud qui tombe, il y a tous les autres qui continuent à fonctionner. Donc en fait, vous pouvez vous en affranchir en réalité. Et c'est ça qui fait que la blockchain est dite être un système très très fiable et quasiment infalsifiable. Alors, en réalité, les choses sont plus complexes, mais quand même, je veux dire, dans la généralité de l'affirmation, c'est tout à fait juste, oui. Elles sont stockées où, les données? Alors, donc, Adrien. C'est bon. Alors, dans quelle blockchain? La dernière. Oui, la blockchain publique. Donc, on va dire la blockchain publique classique. Oui. On va expliquer le reste. L'information est distribuée, c'est-à-dire que tous les nœuds du réseau, tous les acteurs du réseau partagent toute l'information.
C'est-à-dire que si vous participez... C'était hyper coûteux parce que du coup, tout le monde doit avoir des énormes serveurs, j'imagine, pour stocker chez vous. Alors non, parce que vous avez différents rôles en réalité. Vous avez les participants au système, donc vous et moi par exemple qui faisons des transactions, et puis vous avez des nœuds qui valident des opérations. Et vous pouvez avoir des nœuds qui ont la totalité du registre en copie, donc effectivement plus elle devient longue, plus il y a de l'information à gérer, plus vous avez besoin de puissance, ce qui fait que c'est coûteux en énergie. Mais vous pouvez aussi avoir une version light de la copie de certaines transactions. Donc, mais vous avez, tout un, je crois, pour la blockchain Bitcoin, vous avez combien de nœuds? 50 000, 20 000 Avec Lightning, maintenant, on est 150 000. Oui, voilà. Et on a à peu près 140 gigas de mémoire. Voilà, donc en fait, si vous voulez corrompre la blockchain Bitcoin, si vous avez 150 000 nœuds qui ont le registre, c'est compliqué à corrompre. Alors, peut-être qu'on peut, pour ceux est-ce que tu pourrais peut-être leur expliquer les étapes d'une transaction sur une blockchain publique? Il y a certains qui savent peut-être, mais d'autres qui ne savent pas comment ça se passe. Absolument. Je vais l'expliquer. J'aimerais juste avant revenir sur la différence entre blockchain publique et blockchain privée, qui est vraiment... J'ai un slide là-dessus. Et oui, j'ai plusieurs slides, parce que ça vient plus tard. Super. Alors, pour moi, c'est important de bien comprendre la différence entre les deux, parce que la blockchain privée, c'est un réseau qui est, je vous l'ai dit, permissionné, c'est-à-dire qu'il faut demander l'autorisation avant d'accéder à ce réseau. Donc tout le monde se connaît et c'est une blockchain qui va plus vite qu'une blockchain publique. Mais ces blockchains privées, elles ne répondent pas à une révolution, à une évolution dans les systèmes. C'est juste une optimisation de ce qu'on faisait avant, mais mieux. Alors qu'inversement, une blockchain publique, une blockchain ouverte, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant, avoir un système qui permet la confiance, qui permet de ne pas dépenser 2 € qu'on n'a pas, sans tiers de confiance, sans les banques, les institutions. Et c'est vrai que c'est intéressant. Donc voilà, moi j'ai résumé ça un tout petit peu. Donc effectivement, il y a ces trois types de blockchain. Celle qui nous intéresse en réalité vraiment beaucoup, c'est la blockchain publique, qui présente tout un tas d'avantages, mais pose aussi des problèmes. Après, il est vrai que dans des consortiums, on est plus intéressé peut-être par des blockchains hybrides ou des blockchains privées pour des raisons de secret évidentes, oui. Est-ce qu'il est possible d'intégrer de nouveaux acteurs dans une blockchain privée? Ou alors est-ce que les acteurs sont déterminés dès le début et on peut les modifier en premier? Il faut un consensus pour intégrer de nouveaux acteurs. Mais évidemment, c'est possible et même souhaitable. C'est-à-dire que souvent dans une blockchain privée, vous allez définir l'objet de la blockchain. Si une personne remplit les critères, vous pouvez ensuite décider par consensus de l'admettre ou pas. Mais l'admission est contrôlée. Et là, j'ai essayé de résumer en comparant les différents types de blockchain. Donc, dans une blockchain privée, l'accès, c'est sur autorisation uniquement, alors que dans la blockchain publique, tout le monde peut y accéder. Personne ne vous autorise, vous pouvez simplement, en achetant des bitcoins, vous participer à la blockchain Bitcoin. Dans la blockchain hybride, l'accès est contrôlé. Donc, c'est un peu entre les deux. Ensuite, la nature. Ici, la blockchain privée, elle reste encore très centralisée parce qu'il y a quelqu'un qui, en réalité, a le contrôle. Et alors que la blockchain complètement publique est distribuée, comme on l'a vu sur le schéma tout à l'heure. La blockchain hybride, encore une fois, elle est un peu entre les deux. Bon, la validation, ici, normalement, vous avez quelqu'un qui est en charge qui valide les choses. Donc, en réalité, ce n'est qu'une autre manière d'enregistrer par rapport à ce qu'on faisait avant. C'est un tout petit peu mieux, mais en réalité, ce n'est pas très révolutionnaire en réalité. Alors que dans la blockchain publique, vous avez ces mineurs, ces nœuds qu'on a vus, qui, par consensus, vont valider les opérations, alors soit en proof of stake, soit en proof of work. Et dans la blockchain hybride, c'est soit à la majorité des participants, soit vous prédéfinissez les mineurs qui doivent valider. Vous voyez, donc on est là encore dans quelque chose d'entre les deux. Ici, pour ce qui concerne l'identité des participants, elle est connue. Par définition, dans la blockchain privée, c'est sur accès. Dans la blockchain hybride, c'est aussi une forme d'accès, même si c'est à un degré peut-être plus lax. Alors que dans les blockchains publiques, vous avez soit une identité pseudonyme, soit une identité carrément anonyme, où on ne sait pas qui fait quelle opération. Donc l'identité pseudonyme, c'est la clé publique et votre clé privée. Il faut comprendre ça de la manière suivante. Vous savez ce que c'est qu'un IBAN, d'accord? L'IBAN, c'est globalement votre numéro de compte. C'est exactement comme ça que fonctionne la clé publique.
D'accord? C'est votre identité publique sur la chaîne. À côté de ça, vous avez votre mot de passe de votre compte. Ça, c'est la clé privée. Et la clé privée vous permet de valider les opérations, de dire oui, je suis d'accord, je veux faire telle et telle transaction. À côté de ça, vous avez des blockchains entre-temps complètement anonymes comme Monero ou Zcash qui coupent le lien entre l'identité des personnes qui font une transaction et parfois même le montant de la transaction. C'est juste qu'il y a eu une transaction. Voilà. Et enfin, le grand hic, le grand problème, c'est la scalabilité, la rapidité. Donc, dans les blockchains privés ou même hybrides, ça peut être très rapide, alors que dans les blockchains publics, malheureusement pour l'instant, la validation des opérations est encore très lente à l'échelle de notre économie, si vous voulez. Pour un bloc Bitcoin, je crois qu'il faut 10 minutes pour le valider, c'est ça? 10 minutes pour valider et voilà. C'est à peu près 7 transactions par seconde. Oui, donc par rapport à un réseau Visa long. Qui fait entre 25 et 30 000 transactions par seconde, on est loin d'avoir un réseau qui est suffisant aujourd'hui en production. Et alors, ce qui est juste intéressant pour le consensus, donc il y en existe une petite dizaine de consensus, la délégation de preuve de travail, la preuve d'autorité, la preuve d'intelligence aussi. L'important, c'est que le consensus influe sur la gouvernance de la blockchain et du réseau. Ça, c'est important de le comprendre. Et alors, les développeurs avec qui je parle beaucoup me disent qu'il y a un triangle amoureux mais incompatible. C'est la scalabilité, donc la vitesse du réseau, la décentralisation de ce réseau, et le troisième qui est la sécurité de ce réseau. Donc, il faut toujours choisir 2 des 3 meilleures options. Ça. Mais voilà. On appelle le beurre et l'argent du beurre, hein, c'est-à-dire qu'il faut faire un choix. Alors, si on revient peut-être juste pour essayer d'expliquer un tout petit peu vraiment comment fonctionne une transaction. Si j'achète j'achète quelque chose et je veux transférer un bitcoin à Adrien, comment je fais? Vas-y, okay. Oui. Donc, Iris a déjà un bitcoin et elle veut me le transférer. Donc, elle a un wallet, un portefeuille sur lequel elle a sa clé privée et sa clé privée qu'elle détient. Moi, elle me donne sa clé publique, et ce qui en fait permet le transfert de l'argent. Et en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est de la cryptographie asymétrique, c'est-à-dire que la clé publique permet d'échanger la valeur et la clé privée permet d'identifier le montant sur la blockchain de cette valeur. C'est comme ça que l'échange se fait. Parce qu'en fait, quand on échange des bitcoins, on n'échange pas des bitcoins sur la chaîne. On crée une transaction dans la chaîne où un montant va se faire comme un plus et un moins, comme un registre distribué, un grand tableur sur Excel. Et avoir la clé privée, c'est avoir l'autorisation de regarder, de déplacer ces crypto-monnaies, ces bitcoins. Donc le process, c'est une transaction est passée par Iris, la blockchain le valide par un mineur autour d'un bloc, ce mineur est rémunéré par un bitcoin et la transaction est validée et me revient. Voilà, c'est-à-dire que si je dis je veux t'envoyer 100 bitcoins, enfin un bitcoin, allez. 100 bitcoins. je vais dire au système, je vais donner un ordre en disant tu envoies un bitcoin à telle adresse publique qui est la sienne. C'est son identité, c'est la destination de mon bitcoin, d'accord? Du coup, j'envoie la transaction dans le système. Dans le système, vous avez les mineurs qui vont regrouper un certain nombre de transactions pour créer un bloc. D'accord? Mon opération n'est validée que si elle est scellée dans le bloc. Donc, en réalité, ce que font les mineurs, ils vont prendre ces transactions et par un calcul algorithmique, ils vont, entre autres, et ça c'est important, vérifier que j'avais réellement ce bitcoin que je voulais envoyer. Donc, c'est pour éviter ce qu'on appelle le double spend et donc l'inflation. D'accord? Donc, ils vont faire leur calcul. Ce qui est intéressant, c'est que le premier mineur qui arrive à la bonne solution, qui arrive à créer le bloc, un bloc qui reprend toujours le hash, un hash, c'est en fait l'identité cryptographique de quelque chose. Donc, en fait, oui, vas-y. Non, c'est toi le technicien. Non, c'est ça. Voilà, donc en réalité, le bloc, il va faire quoi? Il va dire, bon voilà, je prends l'identité du bloc avant. D'accord? Donc, c'est comme ça que je le relie au bloc avant. Ensuite, je crée l'identité, le hash du bloc que j'ai créé. Et à l'intérieur, j'ai les transactions que j'ai scellées dans le bloc. D'accord? Où j'ai vérifié que, donc moi, j'avais ce bitcoin que je voulais envoyer à Adrien. Ce qui permet aussi, ce qu'il faut comprendre, de tracer la vie d'un bitcoin. En fait, ça permet de vérifier d'où il est venu.
et ce qu'on en a fait. Et ensuite, les mineurs, ils vont travailler, ils sont un peu en compétition. Chacun essaie de parvenir à créer ce bloc en premier. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui gagne des bitcoins, qui crée des bitcoins. D'accord? Une fois qu'il a réussi, il diffuse l'information au système et il faut que tous les autres soient d'accord avec lui. Enfin, ou en tout cas la majorité. Globalement, ils vont vérifier qu'il a bien respecté le protocole, qu'il a bien fait le boulot et que ce n'est pas quelque chose où j'ai dit, tiens, moi je dis que c'est ça. Voilà. Donc il y a une certaine sécurité là-dedans. Et une fois que les mineurs sont d'accord avec ce qu'il a fait, c'est diffusé sur tous les nœuds, toute la blockchain. C'est-à-dire qu'on l'a rallongé d'un bloc et la prochaine transaction va se rajouter à celle-ci. Et c'est comme ça, et à la fin, forcément, Adrien, il obtient mon bitcoin. Et c'est pour ça qu'on parle de chaîne de blocs, parce que chaque bloc est lié à l'autre. Et si vous manipulez un seul bloc, tous les autres seront invalides. C'est pour ça aussi que c'est extrêmement difficile de revenir sur une information qu'on a déjà scellée dans un bloc. Exactement, parce qu'il faut rattraper les blocs qui se suivent et qui continuent à se produire toutes les 10 minutes. C'est ça. Et alors, ce qui est intéressant et qu'on n'a pas dit, peut-être que vous saviez, c'est que, à la différence des monnaies classiques, le dollar, l'euro, etc., la seule façon de gagner des bitcoins, c'est de miner ce bitcoin et de récupérer la récompense et les frais de transaction du réseau. Et le total minable de bitcoin est limité. Il est bloqué à 21 millions, ce qui va arriver en 2140. Donc, on a un actif de valeur qui permet d'avoir une réserve, en termes macroéconomiques, c'est important, qui ne dépend pas de l'inflation, comme l'a dit Iris, qui est bloqué à 21 millions et donc qui est inflationniste, qui n'est pas inflationniste, c'est ça qui est intéressant. Oui, et sachant que chaque bitcoin, vous pouvez le diviser en je ne sais pas, une 10,8. multitude d'unités, de petites fractions de bitcoin. Exactement. Et ce qui explique peut-être aussi le cours de la monnaie, c'est-à-dire que si c'est une ressource rare qui n'est pas, où on sait qu'elle a une fin à un moment donné, forcément, généralement, ce qui est rare, c'est cher. C'est un peu comme les métaux précieux, par exemple. Bon, après, ça posera certainement des difficultés de validation une fois qu'on a atteint le cap, parce que les mineurs n'ont plus d'intérêt à miner, c'est-à-dire qu'ils ne gagnent plus de bitcoin et les frais de transaction vont augmenter en réalité. Exactement. Mais le protocole prévoit d'être modifié par un consensus qu'on appelle un fork, Oui. ce qui a déjà eu lieu dans le passé, c'est-à-dire qu'on continue la chaîne de blockchain, de transactions, mais il y a une deuxième chaîne qui se crée et qui change le protocole. C'est ce qui s'est déjà fait. Donc on pourra adapter le protocole, le proof of work, pourquoi pas en proof of stake ou en delegated proof of stake. C'est ça, on peut s'adapter, on peut adapter le système. Oui, alors, si on envisage maintenant un tout petit peu, peut-être juste pour vous donner une idée d'application qu'est-ce qu'on peut faire avec une blockchain. Donc, moi, je n'ai pas changé mon slide, c'est en anglais, je m'excuse, mais Adrien, lui, c'est lui le technicien, il vous expliquera. On va les faire à deux, mais moi, il y en a deux qui me paraissent très intéressants. Le premier, on l'a un peu évoqué, c'est les ICO, le financement de l'économie et les paiements. J'ai un exemple que j'aime bien, c'est si jamais vous avez 1 000 $ ou 1 000 € en liquide, si jamais vous voulez transférer un cousin qui est à New York, par exemple, le plus rapide, c'est de prendre la mallette, de prendre l'avion et de lui donner. Voilà. Parce qu'avec les banques ou les entreprises de transfert d'argent comme Western Union, ça prend entre 2 et 3 jours et ça vous coûte entre 5 et 10%. Avec Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, d'autres crypto-actifs, je peux vous envoyer 10 000 € en 10 minutes et ça me coûte 0,0006 centimes d'euros. On voit la différence. Et par ailleurs, le financement de l'économie avec les ICO, on en reparlera encore, mais c'est quelque chose qui est très très puissant en termes de valeur. Et deuxièmement, le deuxième gros domaine d'application qu'on néglige assez, c'est celui de la supply chain, la chaîne de logistique. J'ai un exemple que vous avez peut-être vu, c'était sur TF1 si je ne dis pas de bêtises. C'est Carrefour, c'est le poulet. Exactement. Le c'est poulet la traçabilité d'Auvergne du poulet, ouais. Du poulet tout court parce que c'est sur toute la France ce qu'ils ont fait. Et ça va directement de l'agriculteur ou du paysan. Oui, de l'agriculteur, du producteur au consommateur. Et on a la traçabilité qui est inscrite dans la blockchain et qui permet un suivi qualitatif pour les clients. Donc ça, c'est... C'est-à-dire que dans la blockchain, en réalité, vous avez des applications qui ne sont pas strictement monétaires. C'est-à-dire forcément, ça permet de transférer de la valeur, mais ça peut être utilisé pour beaucoup d'autres choses. Là, vous avez la traçabilité du poulet. Si on pense à la vache folle, on a envie de savoir d'où vient la nourriture qu'on mange de plus en plus. Bon. Et ici, vous pouvez, Carrefour je suppose que c'est une blockchain privée ou hybride. Carrefour vous permet d'avoir une application
ou quand vous achetez le produit, vous scannez le QR code et ça vous dit c'est à telle date que l'agriculteur, le poulet est né, il a été tué, il a été packagé et il est arrivé dans votre assiette. Ce qui crée aussi de la confiance. Je reviens juste un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire que vous avez aussi un grand domaine d'application, c'est tout ce qui touche au registre. Par exemple, le registre foncier. Vous avez des pays, aujourd'hui la Grèce par exemple, avec la dette souveraine, l'un des gros problèmes c'est qu'ils n'avaient aucun registre foncier, donc en réalité personne… Oui, bien sûr, et la corruption. Donc personne ne payait d'impôts sur la propriété. Ils ne savaient même pas qui avait quoi. Donc par exemple, vous avez un autre grand domaine d'application, l'identité. Vous avez, avec la vague de réfugiés que vous avez énormément de gens qui arrivent et qui n'ont pas de carte d'identité, qui n'ont pas les documents qu'on a, donc on ne sait pas est-ce qu'ils ont l'âge qu'ils ont, est-ce qu'ils viennent de là où ils disent, etc. Et c'est même pour leur permettre ensuite à eux l'insertion, par exemple, dans le pays où ils sont arrivés, sans identité, vous ne pouvez pas louer, vous ne pouvez pas avoir de compte en banque, vous ne pouvez pas exister en réalité en tant que citoyen économique, disons. Et donc, du coup, il y a eu des initiatives, je crois que c'est les Nations Unies, je crois que c'est avec IBM, alors, je ne suis pas sûre. Il y a les Nations Unies avec IBM. Moi, je connais bien parce qu'il y a France Digital, qui est une association française qui est là pour promouvoir l'écosystème start-up, un peu le Station F, mais qui appartient à l'État, avec qui on travaille, et qui développe une technologie d'identité qui serait rétroactive et qui permettrait ce qu'on appelle interopérable, mais qui permet d'accéder à tous les réseaux sociaux, à des sites comme Amazon, etc., qui est en train de se développer sur la blockchain qui est Ethereum. Donc c'est une initiative d'État et c'est intéressant. Il y a aussi beaucoup de projets KYC en banque, c'est-à-dire l'identité de… Know your customer, exactement. C'est ça. Et là, il y a des gros projets avec des dizaines de millions d'euros en production et ça va venir. Tout à fait. Il me semble que la Suède, si je ne me trompe pas, avait aussi pris cette initiative d'identifier l'Estonie, oui, les migrants par une identité sur la blockchain. Mais vous avez aussi d'autres utilisations, par exemple, si vous prenez la propriété intellectuelle. D'accord, vous avez une protection en marque, vous avez une protection en brevet, mais en droit d'auteur, c'est beaucoup plus compliqué. Et très souvent, quand vous voulez protéger une création, et on est quand même dans une économie assez intellectuelle, économie de la donnée, économie de la création, donc ça a quand même une valeur. Et le problème de la protection, c'est que très souvent, elle arrive en fin de création. Or, tout le risque existe en cours de création. Et donc, qu'est-ce que, par exemple, vous dessinez une robe de haute couture. Donc, aujourd'hui, vous faites la forme, vous mettez des couleurs, etc. Demain, vous faites autre chose. Et il se trouve que votre collègue, il se dit, c'est pas mal ce qu'il fait, il pique vos idées. Donc, vous n'avez aucune preuve que c'était vous qui avez créé ça en premier. Il y a des moyens d'avoir une preuve, mais qui sont lents, qui ne sont pas parfaits, etc. Il y a une société, une start-up française, qui s'appelle Blockchain Your IP, qui a eu cette idée d'enregistrer la création sur la blockchain Bitcoin. Alors, comment ils font? En réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent un hash. Encore une fois, le hash, c'est l'identité cryptologique d'un document. Globalement, si j'ai un document Word ou un document PDF, ou peu importe, prenez le document que vous voulez, ce document, il a une identité unique cryptologique. C'est-à-dire que le soir, quand j'ai fini mon dessin, je hache mon document et je ne mets pas ma création sur la blockchain parce que je n'ai pas envie qu'on me la pique, forcément. Je mets le hash de ce document. Qu'est-ce que ça permet de prouver? Ça permet de prouver que si je ne le modifie pas, on recrée le même hash et on sait que ce que j'ai mis sur la blockchain, c'est ce document. Parce que si je rajoute rien qu'un seul trait sur ma robe, si je rajoute une virgule dans un document Word, le hash change. Donc demain, si je continue mon dessin, je me fais une copie B, je dessine et je fais la même chose le soir. Et comme ça, vous pouvez tous les soirs, en faisant en réalité une transaction sur la blockchain Bitcoin, mais qu'ils annulent aussitôt, donc en réalité, ils ne transfèrent pas de la valeur, mais ils l'utilisent comme registre. Et ça vous permet de dire, écoutez, vous voyez bien qu'à telle date, à telle heure, moi j'avais ce document, et c'est le même document, et donc ça me permet de prouver des choses, ce qui est extrêmement intéressant. Vous pouvez l'utiliser pour le Internet of Things. Imaginez-vous demain que vous n'allez plus sur Airbnb pour louer votre appart.
que vous n'allez plus, je ne sais pas, chez Hertz ou dans un truc, une plateforme qui vous loue des voitures. Imaginez-vous que je vous loue directement ma maison, mon appartement, par une transaction blockchain. Comment? Je dis, voilà, moi je propose mon appart à la location. Vous vous dites, moi je suis intéressé. Alors le danger, c'est qu'on ne se connaît pas. Et il se pourrait que vous ne me payez pas, ou que mon appartement c'est un taudis, ou que je ne vous le loue pas parce que je ne suis pas propriétaire, etc. Donc ce qui va se passer, c'est que moi je veux être sûr d'être payé. Je vous payez le prix de la location. Et lorsque j'ai reçu l'argent dans mon wallet, dans mon porte-monnaie, automatiquement je débloque une clé. Ce n'est même pas mon influence, c'est-à-dire qu'il y a un contrat automatique qui fait que quand j'ai été payé, je vous donne automatiquement la clé par laquelle vous pouvez ouvrir l'appartement. La clé qui est un code en réalité, hein, parce qu'aujourd'hui vous n'avez plus besoin de la clé mécanique, vous pouvez le faire par code. Et donc, je n'ai plus besoin de Uber, je n'ai plus besoin de Airbnb, et je ne paye plus de frais de transaction en réalité. Je ne paye plus ces intermédiaires, je peux faire une transaction automatiquement avec vous, comme ça. Et forcément, il y a énormément d'économies. Donc, par exemple, oui. Mais je ne sais pas, le principe d'avoir des intermédiaires, ça enlève aussi tout ce qui est administratif, etc., assurance, ça permet de Oui, mais vous avez votre administration, votre enregistrement, la transaction, elle est sur la blockchain. Le reporting de ça est automatiquement mis sur blockchain. Oui. De façon automatique. Donc, en fait, vous n'avez plus besoin de ces intermédiaires qui font du gratte-papier pour... C'est ça, qui prennent aussi une commission, oui. Alors, ça, c'est un autre problème. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas tout régler par un smart contract. Hein. On va voir les smart contracts dans un instant. Là, ce sera le droit classique qui va s'appliquer. Je vais le poursuivre en justice et demander des dommages d'intérêt. Ou bien, je mets peut-être sur le smart contract une garantie. Vous voyez, c'est-à-dire que si l'appartement a été saccagé, cette garantie est débloquée à mon profit. Donc lui, il n'a pas intérêt à saccager mon appartement parce qu'il va perdre son argent. Je pourrais le gérer par exemple comme ça. Ce n'est pas potestatif parce que je peux utiliser... Alors là, effectivement, vous touchez à un point qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, la blockchain, ça fonctionne très bien pour tout ce qui reste en ligne. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand je dois avoir une interaction avec le monde physique. Et vous avez vu là, par exemple, si on prend là le poulet d'Auvergne, d'accord? Donc là, j'ai une interaction avec le monde physique. Et en réalité, j'ai besoin, à ce moment-là, d'un nouveau tiers de confiance qu'on appelle un oracle, qui va vérifier une information et la mettre sur la blockchain. Ici, mon agriculteur, le poulet, il ne peut pas s'enregistrer tout seul, hein? Donc, mon agriculteur, il doit alimenter la blockchain. Donc, dans mon exemple, s'il saccage mon appartement, il me faudrait effectivement un oracle qui dise « oui, il a été saccagé ». Par exemple, un constat de police ou quelque chose. À ce moment-là, j'alimente l'information sur la blockchain et l'argent est débloqué automatiquement. Par exemple, vous voyez? Oui. Si on prend l'exemple du poulet, que l'oracle en question, il est en bisbille avec l'agriculteur, ils impriment un max de documents, ils scannent 10 000 fois, ils font 10 millions. Là, vous créez des nouveaux risques. Effectivement, quand vous avez l'interaction avec le monde réel, vous commencez à avoir d'autres types de problèmes. Mais je vous donne peut-être un exemple plus approprié. Et ça existe déjà, je ne sais pas si ce n'est pas AXA qui l'a mis en place, un contrat d'assurance voyage. Voilà, je ne sais pas, enfin, j'ai pas une bonne mémoire des noms, mais imaginez-vous que vous souscrivez à un contrat d'assurance voyage. Globalement, si votre vol a du retard, vous touchez tant. Bon, aujourd'hui, si vous faites ça, c'est tout un tas de paperasserie à remplir. Ensuite, il faut leur écrire, leur dire « Ah bah, il a bien eu du retard ». Ils vont vous dire « Ah bah non, finalement, ah bah, oh. » Enfin, il y a tout un tas d'allers-retours, ça prend du temps, c'est coûteux, etc. Ils ont créé un smart contract pour l'assurance voyage sur je ne sais pas quelle blockchain, Ethereum, où en réalité, vous êtes indemnisé automatiquement dès que le vol a du retard. Plus de 3 heures. Oui, c'est ça. Comment? Parce que le système va collecter en ligne, vous savez, les heures de vol et du retard, vous les avez en ligne. Donc là, l'intelligence artificielle, le code, en réalité, l'algorithme, il peut aller collecter l'information. Dès qu'il a l'information, il débloque automatiquement l'argent. Vous n'avez rien à remplir, pas de papier, pas de paperasserie. Donc là, par exemple, bon, c'est une application intéressante. Mais effectivement, vous avez raison, quand il y a une interaction entre le monde réel et le monde numérique,
il y a d'autres problèmes qui vont se créer, oui. On peut annuler une transaction qui a été faite? Non, vous ne pouvez pas l'annuler, vous ne pouvez que faire une transaction inverse. Donc, ce qui veut dire que si, imaginons, toujours le même principe, je connais la personne qui a inscrit les horaires sur Internet des vols, il fait exprès de mettre 6 heures de retard sur tous les vols, l'assurance paye pour tout le monde? L'assurance paiera automatiquement. Si après vous avez constaté une fraude, vous pouvez faire l'opération inverse. Tout à fait. Mais généralement, vous n'avez pas qu'une seule source qui met les vols en ligne. Donc le risque que vous décrivez, il n'est pas zéro, hein, mais il est quand même assez limité. Alors ce risque-là a été pensé par AXA. Ils ont mis des blocages. Il y a plus de 20% des vols qui se mettent en même temps sur la blockchain. Il y a un système de double validation. Donc les contrats intelligents d'aujourd'hui, qui sont quand même plutôt intelligents, pensent ces problèmes-là et anticipent en fait. Anticipent, exactement. Oui. Alors ensuite, donc juste pour vous donner quelques exemples, pour vous dire que ce n'est pas que l'argent hein, en réalité. Il y a tout un tas d'applications que vous pouvez développer sur une blockchain. Donc ensuite, ah bah voilà, on était au smart contract. Donc restons peut-être sur les smart contracts. Donc le smart contract, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est un tout petit peu un abus de langage. Pourquoi? Parce que c'est un code. D'accord? C'est un code. Je code en disant si A se produit, B va se produire. Donc, c'est un langage informatique qui permet l'exécution automatique des choses que j'ai programmées, des choses que j'ai codées. Et en réalité, alors est-ce que c'est un contrat au sens juridique du terme ou pas? Ça dépend. C'est-à-dire que le code ne peut gérer que du noir ou du blanc. Il ne peut jamais gérer des choses qui sont vagues, qui sont soumises à l'appréciation de quelqu'un, qui sont des standards. Par exemple, la bonne foi. Qu'est-ce qu'est la bonne foi? C'est le juge, à travers toute la jurisprudence, qui vous explique ce que c'est la bonne ou la mauvaise foi. D'accord? Le bon père de famille. Enfin, ça n'existe plus, maintenant c'est une personne, parce que c'est sexiste, c'est une personne normalement constituée, etc. Bon, voilà. Ça, ce sont ce qu'on appelle en droit des standards, où vous avez besoin d'une évaluation, c'est-à-dire que ce n'est pas du noir ou du blanc. Ça, le code, il ne sait pas le gérer, il ne sait pas faire. Donc, par exemple, quand on saccage mon appartement, ça, je peux pas, difficilement le coder. Voilà, je peux peut-être prévoir des garanties, mais déjà, c'est un fait réel que je dois constater. Donc, ça dépend de votre contrat. Si vous avez un contrat extrêmement simple, vous pouvez tout à fait coder tout le contrat, il s'exécute automatiquement. Par exemple, un smart contract, rien à voir avec la blockchain, mais quand vous achetez une boisson dans un automate, c'est un contrat automatique. Il n'y a personne, le vendeur, il a programmé la machine de telle sorte que si tu mets 1,50 €, il y a la bouteille et tu appuies sur le bouton, il y a la bouteille qui tombe. C'est un contrat automatique. D'accord ? Donc, ici, c'est plus sophistiqué. Donc, si vous avez des contrats sophistiqués, par définition, vous ne pourrez pas les coder en entier. Ce n'est pas possible. Mais vous pouvez coder une partie du contrat. Vous pouvez coder certains aspects. Par exemple, si je dis je fais des dérivés ou je fais du repo, il y a toujours, vous savez, quand vous faites des dérivés, il y a un appel de collatéral. D'accord ? Il y a toujours des garanties en fonction de la valeur du contrat, en fonction du risque crédit de la contrepartie. Vous avez des garanties, donc en règle générale, soit des titres financiers, soit du cash, que vous envoyez à l'autre partie pour ce qu'on appelle mitiger les risques, pour réduire le risque. Donc jamais, si le contrat était dénoué aujourd'hui, ben, j'aurais déjà la sécurité d'avoir une partie de l'argent chez moi, et si l'autre est insolvable, ben, je risque moins de choses. D'accord ? Donc c'est à ça que servent les garanties. Par exemple, les appels de collatéral dans les banques, mais uniquement l'appel de collatéral, vous pourriez utiliser un mécanisme blockchain, smart contract, qui s'exécute automatiquement, à savoir si on a besoin d'un oracle ou pas, hein, donc ça dépend. Mais il y a des aspects, en tout cas, de transactions ou de contrats que vous pouvez automatiser. Et quel est l'avantage ? L'avantage, si vous faites ça, c'est que, vous avez, en réalité, dans un contrat, le risque, c'est le comportement des gens. C'est l'homme qui crée le plus grand risque. Donc, on essaye à chaque fois de se couvrir contre quelqu'un de malhonnête, contre quelqu'un qui paye en retard, voilà. Et ça mobilise énormément de ressources, énormément de garanties. Et donc, du coup, si vous avez un contrat automatique, vous n'avez plus besoin de ces garanties. Ce qui veut dire que vous économisez à certains égards, parce que vous avez la sécurité. Le code, en réalité, il est bête, le code. Il fait exactement ce qu'on lui dit de faire.
Il ne s'écarte même pas d'un iota de ce qu'on lui a dit de faire au préalable. Ce qui implique évidemment que vous codez correctement. S'il y a des défaillances dans votre code, forcément, ça ne fonctionne pas. Et il y en a eu déjà. Hein, alors, ce qu'on n'a peut-être pas dit, et ce qui est important, c'est les deux notions importantes, c'est donc la décentralisation des applications, des smart contracts, du protocole. Et le deuxième, c'est il est open source. Ça, c'est une notion qui est très importante, parce qu'il y a une logique de transparence derrière, qui est une vraie idéologie derrière. C'est que tout ce que vous voyez, le protocole, ce qu'on vous a décrit, les smart contracts, tout est open source et auditable par tous les acteurs du réseau. Donc, c'est ce qu'on appelle le code is law, c'est-à-dire que le code est visible par tous, on voit ce qu'il fait ce qu'il dit. Et ça, c'est intéressant et c'est une notion qui est au cœur de l'écosystème. C'est parce qu'on sait ce qu'il y a, on sait comment ça va fonctionner, qu'on peut avoir confiance dans le système. Alors, est-ce que en... Oui, allez-y. Il se passe quoi si on a un fichier corrompu dans la blockchain? Qu'est-ce que vous appelez, vous, un fichier corrompu? Un fichier qui va venir à tous ceux qui auront des nœuds, ça va venir à tout supprimer. Ça, c'est une question de virus. Oui. Il n'y a pas cette notion de corruption dans la blockchain parce que c'est un reporting de toutes les transactions du réseau. Et donc, il y a des fichiers. Tout à l'heure, vous parliez des fichiers Word, par exemple. Oui. Admettons qu'il y a un virus dans le... Vous avez dit que c'était des nœuds, les personnes stockaient, oui. Qui stockaient une partie des données. Alors, il n'y a pas de fichier Word, de photos, c'est juste pour visualiser. C'est le hash, en fait. Parce que, exactement, le fichier est modifié par de la cryptographie, la cryptologie, ça dépend comment on appelle ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le fichier est modifié par le hash, et c'est le hash, c'est-à-dire une grosse ligne d'une soixantaine de caractères qui est mis dans la blockchain. Et donc, il ne peut pas avoir de virus parce que c'est... En réalité, la blockchain ne fait qu'enregistrer. Exactement. Oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un logiciel où vous avez un Trojan horse, où vous avez un virus, etc. Et à l'utilisation du logiciel, ça infecte tout le système. Il n'y a pas de traitement de la donnée. C'est toi le technicien, donc voilà. Non, mais à mon sens, ça ne peut pas trop se produire, c'est ce que je comprends en tout cas. Et alors surtout dans les blocs de transactions, donc un bloc toutes les 10 minutes, un bloc, sur certaines blockchains, c'est un peu plus, mais c'est entre 1 et 8 mégas. Donc ce qui certains connaissent, c'est très très faible. Et il n'y a pas de gros fichiers qu'on peut mettre, c'est juste des liens de fichiers hachés ou alors des fichiers qu'on hache directement. Donc il n'y a pas de ce problème-là de virus. Alors, si on a jusqu'à 8h30, c'est ça? Oui. Alors, donc à ce moment-là, si on a fait le tour peut-être du fonctionnement de la blockchain, on pourrait commencer avec les ICO? Absolument. Alors, donc les ICO, qu'est-ce que c'est? ICO, ça veut dire Initial Coin Offering en anglais. Et c'est un moyen de financement, indéniablement. Et il faut l'imaginer un tout petit peu comme du crowdfunding, mais sur une blockchain. Et à certains égards, il se rapproche, ça dépend, on va le voir, mais il se rapproche de l'offre publique de titres. Il peut se rapprocher de ça. D'ailleurs, le terme ICO mimique l'autre terme anglais qui est le IPO, Initial Public Offering. Et ils l'ont fait un peu exprès pour surfer sur la vague, je pense. Et à quoi ça sert une ICO? En réalité, l'ICO sert à deux choses. La première est plus rare, mais c'était le cas. Alors, le Bitcoin, il s'est émis sans ICO. Une ICO peut soit servir à mettre en circulation une nouvelle monnaie, un nouveau jeton. D'accord? Donc vous dites, ben voilà, j'ai créé un jeton, mais en fait, si personne n'a votre jeton et ne l'utilise, vous en faites quoi de votre jeton? Ça ne sert à rien. Donc vous avez besoin de diffuser ça dans le public. Une ICO permet ça. Et beaucoup plus souvent, ça sert au financement de projets. Donc ce sont des jeunes startups qui ont une idée brillante, où ils veulent créer quelque chose sur une blockchain. Et avant même, en fait, ils n'ont que l'idée, ils ont peut-être quelques étapes, ils ont quelques bouts du code, etc. Donc, très souvent en pratique, avant même d'avoir créé l'environnement blockchain, ou si c'est un nouveau environnement blockchain, parce qu'ils peuvent en réalité aussi créer des applications sur des blockchains existantes comme Ethereum, et avant même d'avoir créé les applications que vous pouvez utiliser pour justement voyager, enfin jouer en ligne ou faire ce que vous voulez faire, enfin ce qu'ils proposent, ils lance une ICO pour se financer, pour financer ce projet-là. D'accord? Donc, c'est en cela que c'est un moyen de financement et ça se rapproche du crowdfunding. Pourquoi? Parce que c'est diffusé à peu près à tout le monde qui a accès à Internet, très souvent. Et tout le monde peut investir, tout le monde peut acheter une fraction de cela ou bien une grande partie de cette émission.
Alors, juste quelques chiffres avant d'aller peut-être dans la technicité des choses. Ça, malheureusement, j'ai des chiffres. Là, ça s'arrête à juillet 2017. Hein, donc, en réalité, il manque toute la moitié de 2017 qui était très fructueuse et la moitié aussi presque de 2018. Mais juste pour vous donner une idée, là, j'ai trouvé ça, c'est une source Goldman Sachs Coin Schedule. Et juste pour vous montrer qu'en réalité, en 2017, qui était l'année des ICO, donc encore une fois, on est dans un environnement start-up. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les banques ne vous financent pas trop. Hein, vous n'avez souvent pas les 2 années de bilan qu'il vous faut, etc. Donc, ce n'est pas si facile de collecter des fonds. Vous voyez, et la collecte de fonds, ça fonctionne, moi je l'explique toujours, en cercle concentrique. C'est-à-dire que Apple, quand ils ont créé leur truc dans le garage, ils avaient besoin d'un peu d'argent pour avancer. Au début, vous commencez à dire, vous mettez ce que vous avez, vous demandez aux parents, aux voisins, aux collègues, etc. Au bout d'un moment, ça ne suffit pas. On peut éventuellement peut-être faire un crowdfunding de gens parce qu'on les convainc par l'idée. C'est à ça que sert d'ailleurs le crowdfunding. Et après, une fois qu'on prend un peu de la puissance, on peut peut-être s'adresser à des venture capitalists ou éventuellement, à un moment donné, on va voir une banque parce qu'en réalité, la banque, elle va sélectionner très soigneusement si elle vous donne de l'argent ou pas parce que vous lui coûtez de l'argent. La banque, quand elle vous prête de l'argent, elle doit immobiliser de l'argent en face et moins vous êtes solide, plus ça lui coûte. Donc, ce n'est pas rentable pour elle de vous prêter à vous, c'est beaucoup plus rentable pour elle de prêter à des gros, à des gens bien établis. Donc, c'est ça un peu les travers du système bancaire qu'on a aussi favorisé avec toute la sécurité qu'on a mis dessus après la crise, n'est-ce pas? Donc, globalement, on n'accepte plus ce qui est inhérent à la banque, c'est-à-dire prendre des risques. Globalement, on voudrait qu'elle ne soit pas risquée, donc ça, ce n'est pas possible. Et ce qui fait que vous avez des modes de financement alternatifs qui se sont développés. Le crowdfunding en est un. Le ICO en est un autre. Et ça, ce que je trouvais intéressant dans ce chart, c'est que ici, si ça se voit en bleu, je ne sais pas, en fait, les petits bâtonnets bleus vous montrent le Venture Capitalist and Seed Funding, donc en fait, les fonds spécialisés en financement de start-up. Et en noir, vous avez le financement par ICO. Et vous voyez ici, à partir de mai 2017, ça commence à voilà, et après le ICO en fait dépasse le financement par les capital angels, par les venture capitalists, etc. Donc je trouvais ça intéressant juste pour vous donner peut-être une idée de l'importance en chiffres. Peut-être pour compléter ça, en 2017, qui était l'année des ICO, parce que c'était la meilleure année des ICO, mais chaque année, c'est la meilleure année. Oui, forcément, oui, effectivement, parce qu'il y a... Alors, aujourd'hui, je crois, d'après ce que j'ai vu juste avant de venir, je crois qu'on est à 1,2 milliard en termes de capitalisation ou de total de ICO qu'on a émis là, en ce moment. Sur les 3 premiers mois, de janvier à mars. Et sur l'année dernière, 2017, on était à 4,8 milliards. Voilà. 3 fois plus que le mode de financement traditionnel. Voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée. Aussi, juste pour vous donner un petit ordre d'idée, hein, mais très très rapide, ça c'est entre autres les ICO les plus à succès. Donc là aussi, je crains que ça date de 2017, hein, donc ce n'est pas la plus actuelle, mais juste voilà pour vous donner quelques idées. Donc par exemple, en 2017, je crois, vous avez eu Filecoin qui a collecté 257 millions de dollars, je crois. Oui, pour l'envoi de fichiers. Voilà, vous avez Tezos avec 232 millions en 15 minutes ou en combien? Eux, ils étaient très... Minutes. Voilà, ils ont collecté 230 millions de dollars en 18 minutes. Donc voilà, c'est peut-être pas très sain non plus. Vous avez à côté de ça la EOS, en fait la ICO de EOS, mais qui est très intéressante parce que c'est une ICO très longue qui dure 1 an. Et là, vous n'avez que le premier stage de EOS. En réalité, c'est EOS qui sera en ce moment qui est la plus grosse Exactement. ICO. Elle est à 4 milliards à peu près. Oui, EOS a collecté 4 milliards par... Bon, là, je vous donne juste les chiffres un peu parlants. À côté de ça, vous en avez tout un tas de toutes petites ICO qui n'ont pas réussi, où vous avez eu loin de ces chiffres-là, et où surtout, il y a eu plein de gens qui ont mis l'argent dans la poche et qui sont partis en courant. Donc voilà le risque aussi un tout petit peu de cet environnement qui en réalité n'est pas encore totalement régulé. Oui. Comment se présente leur projet en fait? Alors ça, je vous l'explique. Donc, voyons voir. Voilà, le projet. Donc vraiment très basique. Hein. Tout commence avec ce qu'on appelle the white paper.
Le white paper, alors c'est à la fois un document technique qui explique l'idée des gens, qui explique comment ça fonctionne, quel est le code, etc. Après, autour de ça, vous devez mobiliser toute une communauté. Enfin, je pense que tu es plus à même d'expliquer le marketing, parce qu'il y a tout un marketing en réalité avec un groupe Telegram. Enfin, il y a tout un tas d'étapes. Mais globalement, l'idée, c'est j'ai une idée. C'est ce qu'a fait Satoshi Nakamoto. Il a publié ce qu'on appelle un white paper. Il faut imaginer ça au sens juridique du terme, un tout petit peu comme un prospectus, même s'il faut dire qu'on est loin des exigences du prospectus et même du niveau d'information. Aujourd'hui, une ICO sérieuse est accompagnée aussi d'un volet juridique, voire comptable, qui explique un tout petit peu de manière plus sérieuse les choses. Voilà. Donc, là, vous avez l'idée. On vous dit, ben voilà, nous, on va émettre un token, un jeton. Et les gens qui veulent, ils s'adressent à des gens. Vous avez un porte-monnaie virtuel et vous dites, bah oui, ok, moi, je veux acheter ton token. Et donc, vraiment très rapidement, hein, c'est vraiment très basique, il y a un smart contract qui est mis en place. Globalement, ce smart contract dit ici, moi, ça c'est mon porte-monnaie, admettons. Il dit, bah voilà, ok, je veux acheter 3 tokens. Okay, donc, je donne l'ordre à mon porte-monnaie de vous envoyer le prix des 3 tokens. Mais en réalité, je ne veux vous envoyer l'argent que si j'ai le token, parce que sinon, je suis un peu en risque. Donc, le smart contract va s'assurer que ça se réalise. Si l'ICO ne se réalise pas, parce que parfois, vous pouvez avoir des caps minimaux en disant, bah, en deçà de, si on ne récolte pas plus de ça, on ne va pas les mettre, parce que ça ne sert à rien en réalité. Donc, si ça ne marche pas, le smart contract me retourne directement l'argent dans mon porte-monnaie. Et si ça marche, bah, tant mieux, je reçois le token et l'émetteur reçoit l'argent. Donc, très basique, hein, c'est vraiment expliqué de manière très basique. C'est ça qui va définir la valeur de... Alors, la valeur du token, ça dépend du marché secondaire en réalité. Vous voyez, c'est-à-dire que là, je suis dans l'émission initiale. C'est comme une émission de titre. Alors oui. Juste pour compléter, parce que c'est une question intéressante, la valeur lors de l'ICO, généralement, on fixe une valeur fixe, par exemple, on va dire généralement... un token vaut... Voilà, généralement, c'est 1 Ether contre 1000 ou 2000, 5000 ou 10 000 du token. Et c'est bloqué. Et après, quand il est coté sur les plateformes d'échange, c'est le prix de marché. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'un marché se forme ensuite pour que vous preniez ou pas de la valeur. Alors, très rapidement, parce que je pense que notre temps est compté, les tokens... Attends, une question. Oui. Ah, oui. Pardon. Les personnes ont pu partir avec des sous, alors qu'il y a des millions d'Allemands qui bloquent ce projet, non? Parce qu'en réalité, le token, il est émis, mais il n'a aucune fonctionnalité pour le moment. Parce que ce à quoi il est supposé donner accès n'existe pas encore. Et là où vous avez un grand risque, c'est justement sur le delivery, c'est-à-dire l'exécution de ce que je promets. Parce que dans mon white paper, je vous peins une image très jolie de quelque chose que je veux créer demain. Je récolte de l'argent aujourd'hui. Le risque que vous avez, c'est que les gens, c'est chic, je vais aux Bahamas, au soleil, et puis je ne fais plus rien. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'ils ne créent pas ce qu'ils ont promis. Et c'est comme ça que vous avez les risques. Alors, les tokens, très rapidement. Le token, ou les jetons en français, la difficulté que vous avez, c'est que ça peut représenter tout. C'est très divers, c'est-à-dire que c'est un terme générique. Et pour savoir ce que c'est réellement, ça dépend. Ça dépend de ses fonctionnalités. Pour que moi, juridiquement, je puisse vous dire, voilà les règles qui vont s'appliquer, ben, il faut que j'analyse sa fonctionnalité, que je fais ce que je dois faire toujours, ce que je le qualifie. Donc, il peut représenter de la monnaie, ou quelque chose d'équivalent à la monnaie, une valeur d'échange. C'est le cas du Bitcoin, par exemple, c'est aussi le cas de l'Ether. Il peut représenter des droits de vote dans un projet. Là, je me rapproche un tout petit peu du titre financier. Il peut représenter du profit, c'est-à-dire que si ça marche bien, ben, je participe au gain. Là aussi, on est dans les titres financiers. Il peut représenter un intérêt, c'est-à-dire qu'on paye un intérêt. Donc là, pareil, c'est assez financier. Il peut même représenter un actif. Vous avez eu des tokens émis qui représentent des diamants. Vous voyez, donc là, on est peut-être dans les dérivés, par exemple. Ou bien, il peut même représenter juste votre réputation. Donc, ça peut être divers et varié, et en plus, vous pouvez combiner un certain nombre de ces attributs et créer quelque chose de complètement original et nouveau. Ce qui rend, en fait, l'appréhension juridique très compliquée. Alors, pour les classer de manière un peu pédagogique, globalement, on a 4 grandes catégories de tokens
qui nous intéresse. J'élimine tout de suite le token réputationnel, ce qui est plutôt récent et d'ailleurs il y a une erreur, et qui en réalité ne pose pas vraiment de problème. Le token réputationnel, c'est globalement, vous avez fait quelque chose d'excellent pour un projet et on vous donne un token qui représente votre réputation ou qui représente un peu une compensation pour ce que vous avez fait. Mais ça juridiquement pour l'instant, on s'intéresse assez peu à ces questions. Ceux qui nous intéressent sont les jetons monétaires, les jetons qui ressemblent à des titres financiers, et les jetons utilitaires, qui sont à la mode en ce moment, parce que pas encore régulés, et les jetons qui représentent un actif. Alors, qu'est-ce que, en termes très rapidement, jetons monétaires? Donc, en réalité, le Bitcoin, c'est une monnaie digitale. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous pouvez acheter n'importe quel bien et service tant que l'autre partie l'accepte. Et donc, du coup, vous pouvez aussi, alors les gens qui spéculent sur le Bitcoin spéculent sur la valeur, alors qui est très fluctuante, mais en théorie, vous pouvez avoir une réserve de valeur en Bitcoin. D'accord? Donc ça, c'est un peu les caractéristiques du jeton monétaire. On va voir comment il est régulé et s'il est régulé par la suite. Les jetons qui sont des titres financiers ou qui ressemblent aux titres financiers, le titre financier, si vous voulez, il y a toujours deux aspects qui ne sont pas obligatoirement réunis dans le même titre, mais vous avez des droits de vote, des droits politiques, et vous avez des droits financiers. Donc, vous avez soit du profit, soit de l'intérêt, etc. Donc, ça, c'est les caractéristiques du titre financier. Si jamais vous tombez dans cette catégorie, c'est très clair et très simple, et ce, dans toutes les juridictions, on applique le droit financier. Donc, on applique le même droit que celui applicable au titre financier. Après, ça pose d'autres types de problèmes, mais voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de traiter différemment des choses qui sont semblables. D'accord ? Alors, ce qui est très intéressant et où la plupart des gens essaient d'entrer dedans, c'est les tokens utilitaires. Le token utilitaire, moi j'appelle ça en réalité plutôt monnaie locale. Pourquoi? Parce que vous avez la même fonctionnalité de l'échanger contre un bien ou un service, comme ici le Bitcoin. La seule différence, c'est que l'usage est limité à un environnement, à un bien et service. C'est-à-dire que moi, je crée mon application qui vous permet de uberiser Uber, mon token ne servira qu'à ça. C'est pour ça que les Américains ou les Anglais disent « there is utility ». Il y a une utilité, c'est-à-dire que je l'échange. C'est un peu comme un voucher, un bon d'échange. Vous allez chez Sephora et vous achetez un bon cadeau. Et après, la personne va l'échanger contre uniquement les produits de Sephora. Donc, c'est ça un tout petit peu le jeton utilitaire. Il a la même fonctionnalité d'être échangé contre un bien et un service, mais il est limité uniquement à un réseau. Et ici, la régulation pose, pour l'instant, c'est là-dessus qu'il y aura certainement des évolutions cette année encore, mais où les choses sont encore un peu en suspens. Enfin, les jetons qui représentent un actif, donc mon diamant, de l'or, etc., ça se reproche quand même fortement d'un dérivé, parce qu'il y a une valeur sous-jacente, la valeur du token dépend aussi du sous-jacent. Et donc voilà, donc, je vais surtout m'intéresser à ces trois-là, avec un focus sur les utilitaires, parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant et qui va certainement évoluer en ce moment. Alors très rapidement, le token monétaire, le token le jeton monétaire, est-ce que c'est de la monnaie? Est-ce que économiquement, juridiquement, c'est de la monnaie? Ça dépend, c'est-à-dire que là, les esprits se divisent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est accepté en paiement. D'accord? Donc on l'accepte, donc pourquoi ça ne serait pas de la monnaie? Le problème, c'est que la monnaie au sens juridique du terme, et il y a même un paper d'économistes du FMI qui vous explique que même économiquement, ça ne remplit pas les fonctionnalités de la monnaie, mais juridiquement en tout cas, la monnaie, l'euro, est liée au privilège de battre monnaie. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'État qui a le droit de battre monnaie. En contrepartie, on lui assure un cours légal à la monnaie euro. Donc ça veut dire, on sait que si le prix est affiché à 10, c'est 10 euros. On ne peut pas me demander 15. Et enfin, l'euro permet de compter la valeur des choses. D'accord? Donc vous savez qu'un bien, le marché de l'immobilier parisien, vous savez que le mètre carré est à peu près à 10 000 euros.
on dénie cette qualité au Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que, bon, il n'y a pas un privilège de battre monnaie, ça vous l'aurez compris, il n'y a pas de cours légal, ça fluctue beaucoup, on a vu les charts. Et enfin, ce n'est pas une unité de compte indépendante. Pourquoi? Parce que vous allez toujours dire, ça vaut tant de dollars ou ça vaut tant d'euros. Donc en réalité, vous n'avez aucun prix qui est affiché en Bitcoin. C'est-à-dire que vous pouvez payer l'équivalent de la monnaie qui a un cours légal en Bitcoin si c'est accepté, mais ce n'est pas le Bitcoin qui vous permet d'avoir cette unité de compte. Donc c'est ça. Donc au final, parce qu'on pourrait parler pendant des heures là-dessus, au final, c'est indéniablement une monnaie contractuelle. C'est-à-dire que si vous l'acceptez, mais c'est soumis à votre acceptation, on ne peut pas vous l'imposer, bah vous pouvez échanger des biens et des services et l'accepter en paiement, il n'y a pas de souci. Mais au sens légal du terme, ce n'est pas une monnaie. La conséquence est assez vicieuse parce qu'en réalité, vous avez dans le code pénal français une disposition qui incrimine l'émission de monnaie qui viendrait en concurrence avec la monnaie légale. Et là, vous vous dites, d'accord, mais c'est pas ça, là, c'est pas le cas. Et on vous explique, ah ben non, puisqu'elle n'a pas cours légal, c'est pas une monnaie. Mais enfin, quel est le cas où j'aurais une monnaie qui aurait cours légal qui pourrait rentrer en concurrence? Ça n'existe pas. En réalité, vous avez un texte pénal qui incrimine le fait de battre monnaie qui est inapplicable. Sauf peut-être, qui sait, si on a une révolution et qu'une faction crée une autre monnaie, et puis qui sait, enfin, voilà. Donc, en réalité, les jetons monétaires, on les laisse assez tranquilles. Parce que si on dit que ce n'est pas une monnaie, bah, il n'y a pas de monopole bancaire non plus qui s'applique. Il n'y a pas non plus tous les intermédiaires qui gèrent en fait notre monnaie. Si c'est « it's not money, so it's not banking », c'est très simple. Si on dit que bah, c'est un actif, bon, très bien. Je veux dire, effectivement, il y a eu dans l'histoire déjà la tulipe qui a été utilisée comme monnaie. Il y a eu, durant la Grande Dépression, le troc qui s'est installé en lieu et place de la monnaie. Donc, en réalité, si vous acceptez que je vous paye, je ne sais pas, en cigarettes, ce qui s'est fait durant la guerre, hein, ça peut aussi devenir une monnaie. Mais voilà, c'est-à-dire que du point de vue juridique, les choses sont relativement simples. Si on dit que ce n'est pas une monnaie, bah, je ne peux pas appliquer toute la législation qui est relative à la monnaie. Alors, ensuite, très intéressant, c'est les jetons utilitaires. Donc ici, pour l'instant, dans la plupart des pays, ce n'est pas le cas dans tous les pays, ils ne sont pas encore régulés. Pourquoi? Parce qu'on va vous dire, bah, un bon de commande, je vais pas, ou un bon de cadeau, je ne vais pas le réguler. Si je commence à réguler ça, bah, il faut réguler aussi l'émission de bons de cadeau par Sephora. Alors, il faut tempérer ce propos parce qu'en réalité, ce qui pose problème dans les jetons utilitaires, c'est non pas qu'ils ont une utilité, ce qui est légitime, c'est que très souvent, ils sont émis avant qu'une quelconque utilité existe. Et c'est là où il y a le risque, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si elle va exister, on ne sait pas si les gens vont s'exécuter en réalité. Et donc, du coup, on va lever des fonds, et donc c'est indéniablement un mode de financement, pour créer ce qu'on promet de créer. Alors, comment on a la sécurité qu'ils créent vraiment ce qu'ils disent? Alors, il y en a qui le font, d'autres ne le font pas, et c'est là où vous avez le risque. L'utilité, en réalité, ne vient que plus tard, éventuellement. Et là, vous avez, par exemple, le régulateur américain, et canadien aussi, et singapourien aussi, qui ont une définition très large de ce que c'est que l'investissement. D'accord, la définition du Howey Test, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, dès que vous mettez de l'argent et c'est géré par quelqu'un d'autre et vous avez peut-être des profits, donc le marché secondaire, c'est un investissement. Donc aux États-Unis, tant que votre jeton n'a pas vraiment aujourd'hui de l'utilité et que vous prouvez qu'il y a une utilité, tout est titre financier. Tout est saisi par le droit financier. La Suisse, elle est très intéressante à cet égard parce que la Suisse vous dit, très bien, le utility token, ce n'est pas régulé, ce n'est pas appréhendé par la législation bancaire et financière, sauf si vous émettez une option sur utility token. Et en réalité, si vous émettez un token qui n'a pas encore d'utilité, mais l'aura plus tard, ou une option sur un truc qui aura de l'utilité plus tard, vous tournez un peu en rond, ça revient au même. Vous voyez? Donc, le régulateur suisse est un tout petit peu entre les deux. Et enfin, la France en est justement en train de réfléchir, de créer un régime pour le utility token. Et l'AMF avait fait une consultation globalement, il fallait répondre en décembre 2017 de place. Et suite à cette consultation, elle a pris quelques positions. Et l'idée serait de créer en France un régime ad hoc, parce qu'effectivement, le droit européen
ne s'intéresse pas aux utility tokens. Vous savez que le droit bancaire et financier est harmonisé au niveau européen. Donc on a globalement les mêmes règles en Europe. Bon, comme la définition du titre financier aujourd'hui, telle qu'elle est prévue par MIF, ne saisit pas le utility token, il n'est pas régulé en Europe, d'accord ? Il y a quelques positions un peu bizarres de, par exemple, le régulateur allemand dû à une législation très spécifique, mais ça c'est un cas vraiment à part. Mais globalement en Europe, aujourd'hui, ce n'est pas régulé. D'où l'idée de l'AMF de créer un statut ad hoc qui serait à la fois attractif, mais permettrait quand même de protéger l'investisseur, de dire, et c'est là où le bas blesse un peu, parce qu'ils n'ont pas réellement fait un choix, à mon avis, de dire, bah, écoutez, si vous voulez, on vous donne un visa optionnel, si vous êtes vertueux, vous avez un bon projet, venez nous voir, si vous respectez telle et telle condition, surtout d'information des investisseurs, on vous donne un visa optionnel. Et globalement, vous n'êtes pas obligé de venir nous voir, vous pouvez faire votre truc dans votre coin sans visa. Mais si vous êtes vertueux, on vous donne ce visa optionnel qui globalement garantit un peu votre qualité. Là où, à mon sens, mais je ne sais pas si le projet a changé entre-temps, parce que celui que j'ai vu, la difficulté, c'est que c'est optionnel, mais une fois que vous l'avez pris, vous pouvez être sanctionné si vous ne le respectez plus. Donc, quel est mon intérêt d'aller les voir pour me conformer à quelque chose où on me dit que tu peux faire la même chose sans avoir le visa et que si tu as le visa et que tu fais juste un petit pas d'écart, bah, on te sanctionne. Donc, il faut faire en réalité un choix, soit c'est optionnel, soit ça ne l'est pas. Mais on ne peut pas avoir quelque chose à mi-chemin comme ça. La sanction serait comment? C'est juste la perte du visa ou ça... Alors, ce ne serait pas que la perte du visa, c'est ça le problème. Dans la proposition qu'ils avaient publiée, ce n'est pas que la perte du visa. On peut vous interdire de le commercialiser, on peut vous interdire tout un tas de choses. Alors que votre voisin qui s'est conformé à 0, qui n'a pas demandé le visa optionnel, lui, depuis le début, on le laisse tranquille. Donc c'est ça qui est en réalité, à mon sens, où il doit faire un choix. Soit c'est vraiment marketing optionnel, soit, ce qui serait légitime aussi, on protège l'investisseur français. C'est le rôle de l'AMF. Hein. Et on dit, bah, en France, ça, c'est les conditions pour émettre, pour faire votre ratio. Vous voyez, donc voilà, on va voir parce que en réalité, ils veulent le mettre dans la loi Pacte. Moi, j'avais vu un projet du texte. Ce que j'ai vu m'inspirait cela. Maintenant, est-ce qu'ils ont changé entre-temps? Ça reste à voir. Mais en tout cas, il y aura quelque chose qui sortira cette année. Voilà. Notre temps s'est écoulé. Oui, on aurait encore des choses à dire, mais on peut aussi s'arrêter. Bon, bah écoutez, tout d'abord, merci beaucoup, en tout cas, pour votre présentation. J'ai juste deux commentaires, moi, sur cette longue présentation. D'abord, on n'a pas parlé de Lisbonne. Et sur la monnaie, Lisbonne, c'est intéressant parce que quand vous mettez 100 € dans une banque, vous n'avez plus des euros, en fait. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut faire la révolution, hein, mais 100 € dans mon compte bancaire Crédit Agricole que j'ai depuis que je suis tout petit, bah, en fait, c'est le Crédit Agricole qui me doit 100 €. Ce n'est pas tout à fait la même chose que d'avoir 100 € dans mon porte-monnaie ou dans mon matelas ou dans mon coffre-fort. Hein. Donc déjà, pour moi, la crypto-monnaie existe déjà entre le Crédit Agricole et moi, puisque j'ai un token Crédit Agricole depuis Lisbonne. Alors, on n'appelle pas ça de la crypto-monnaie, mais pour moi, on a déjà éliminé l'euro de cette manière-là. Et depuis longtemps, les États battent ma monnaie, puisque c'est les banques qui créent la monnaie, en réalité, et pas du tout les États. Donc ça, c'est mon côté un peu libertaire par rapport à la monnaie. Ensuite, sur le projet que je veux vous présenter, moi j'ai une longue expérience dans la techno, ça fait 20 ans que je crée des boîtes et c'est vrai que dans la techno, on peut toujours, et c'est un peu le sujet de la réunion Macron là, avec les super-héros, on fait du bien ou on fait du mal avec la techno finalement. C'est nous les humains qui allons décider ce qu'on fait de ce machin. Moi dans le passé, j'ai fait un disque dur virtuel par exemple, un énorme disque dur en 2005. Et on voulait mettre les photos de vacances pour qu'ils soient partagés. C'était avant Facebook, hein, donc c'était il y a très très longtemps. Et les opérateurs télécoms l'ont implémenté. Alors j'ai vendu à Neuf, je l'ai vendu à Orange. C'est devenu très vite très très gros. La moitié de la France connectée à Internet avait à un moment donné du stockage chez moi. Et très vite, il y a eu tous les MP3 du monde, tous les DivX. Et il y avait aussi les photos. Et oui, très vite, c'est devenu le machin où on a le plus piraté en France, je pense, c'était sur mes disques durs. Et les gens s'échangeaient comme ça quand c'était pas en peer-to-peer. On peut, avec la techno, tout faire. Donc c'est vrai qu'avec cette histoire de blockchain, on va lessiver de l'argent, faire de la prostitution, de la vente d'armes, tout ce qu'on veut. Et puis on va faire des trucs vachement bien.
J'ai un deuxième exemple, j'ai fait dans la data à un moment donné, j'ai fait du big data en 2010 et vous avez tous eu des cookies Ezacus qui était ma boîte de l'époque où on ciblait les gens. Alors vous avez tous été ciblés par Criteo, mais je pense que vous avez été ciblés par Ezacus. Vous aviez le malheur de passer sur un site et on vous traçait, vous aviez les emails, les bannières, enfin tout ce que vous connaissez. Pareil, le big data c'est génial, ça peut sauver des gens, combattre le cancer, mais ça peut aussi traquer des gens, traquer ce que vous faites, la data et tout ça. Pareil, sur la data et le big data, on peut faire le bien avec ça ou on peut faire autre chose. Là, j'ai un projet qui est bien. Et j'en ai parlé à Alfonso, il m'a dit ce serait bien que tu viennes le raconter parce qu'il y a plein de gens avec beaucoup d'énergie et qui veulent faire le bien certainement. Moi, j'ai un projet pour utiliser cette blockchain pour réguler un truc qui existe en France qui est génial. On ne dit pas souvent ce qui est génial en France. On est très très fort en fiscalité en France. Je pense qu'on est les champions du monde en fiscalité. Et on a inventé une super fiscalité en 2006 sur les accords de Grenelle pour réguler le green, pour réguler l'économie d'énergie. Alors vous avez tous vu cette pub à la télé là où il y a le mec qui fabrique un sauna pour EDF, pour Eric de Eric et Ramsey. Vous avez vu ce truc-là? En fait, pourquoi ils font ça? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y avait un mec qui faisait un sauna dans le salon d'Eric et Ramsey, sponsorisé par EDF. Il y a le crédit d'impôt s'il fait. Pardon? Il y a le crédit d'impôt. Exactement. Donc il y a un crédit d'impôt, enfin il y a un C2E, un certificat d'économie d'énergie. Alors c'est un truc qui est absolument génial. L'État a décidé en 2006, l'État français, qui est pourtant plutôt jacobin, centralisateur et tout, il a décidé de faire au marché l'économie d'énergie pour sauver la planète, sauver les pandas et surtout sauver nos enfants, enfin surtout les vôtres, moi je ne serai plus là, et voilà, les enfants de mes enfants. Comment faire ça? Deux options. Je fais 3% de taxes sur tout ce qui se vend en énergie en France, je collecte 100 milliards, et qu'est-ce que je fais avec mes 100 milliards? Alors, vous n'avez pas connu ça, mais à un moment donné, il y avait la vignette auto, toutes les bagnoles avaient une vignette, c'était censé payer les maisons pour les vieux, et en fait, c'est devenu autre chose. Alors, pourtant, il y a des lois qui disent que normalement, un impôt, il est fléché, on sait ce qu'il devient, mais en fait, on ne sait jamais. Là, pour une fois, l'État a dit, au lieu de faire ça, je vais demander à Total, avec son argent, de financer des travaux chez ses clients. Je vais prendre EDF comme exemple, c'est un meilleur exemple. Je vais demander à EDF, tous les ans, de sponsoriser chez Madame Michu le fait qu'elle va isoler sa baraque pour être moins client EDF et économiser de l'énergie. C'est incroyable en fait. Je demande à Total de dépenser ses sous, ou à EDF, pour que ses clients consomment moins. On pourrait se dire, mais ça n'existera jamais. Bah si, depuis 2006 en France, il y a un truc qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, qui sont exactement ce truc-là. On demande à 200 grands distributeurs et producteurs d'énergie français, donc les Total, les EDF, mais Carrefour qui vendent l'essence, tous ces gens-là doivent, avec leurs sous, sponsoriser le fait que les gens, les particuliers, s'équipent, et les entreprises aussi, pour consommer moins d'énergie. Alors ça parle de Terawatt Kumak, on a inventé des trucs super compliqués, mais à la fin, ça marche. Le fait est que 10 ans quasiment, enfin plus de 10 ans plus tard, on voit qu'on arrive à économiser de l'énergie, à équiper le marché pour que ce soit plus efficient. Et on le fait avec les sous des boîtes. Alors, je vous rassure, finalement, c'est les gens qui payent. À la fin, ça repart dans l'autre sens. Mais au moins, on a fait faire au marché un truc au lieu d'essayer de le réguler. Et on n'y serait certainement pas arrivé en le régulant de mon point de vue. Il y a un gros sujet avec les certificats d'économie d'énergie. Il y a un gros risque pour que ça se casse la gueule, c'est la fraude. Si jamais quelqu'un arrive à faire croire qu'il a un certificat alors qu'il n'existe pas et qu'il fait de l'argent avec ça. Et le vrai risque qu'a aujourd'hui ce système, qui commence un peu à surchauffer, parce qu'il y a des objectifs, c'est compliqué, c'est qu'à un moment donné, ça tombe. Vous avez peut-être entendu parler de ces gens qui ont fait de la fraude sur la TVA, sur le carbone. Le carbone, c'est un autre dispositif, les crédits carbone. Il y a des gens qui ont fait des centaines de millions d'euros. Là, j'ai vu une prof de maths parisienne qui s'est fait condamner la semaine dernière. Elle a pris 9 ans. La nana, elle a fait 45 millions d'euros depuis chez elle en cliquant sur un site web de fraude TVA. Tous ces systèmes d'économie sont là pour faire du bien, sont là pour être efficaces, et ils ont un souci de confiance. La blockchain, vous avez vu, c'est une manière de gérer un grand registre de confiance sur ces certificats, comment ils vont circuler, qui les détient, est-ce que quelqu'un peut en prouver la provenance, qui va les utiliser à la fin quand ils sont brûlés. Donc voilà, ça s'appelle les green tokens. L'idée, c'est à la fin d'en faire une monnaie où Total pourra acheter des green tokens qui ont été produits par quelqu'un. Quand il va le produire, son certif, et quand il va créer son token,
il va le documenter. On parlait des fichiers tout à l'heure, donc il va mettre les photos du chantier, les factures de l'artisan. Il va bien prouver l'existence du machin, de cet actif. On a parlé beaucoup d'actifs. Et ainsi, Total, celui qui va l'acheter, il va se faire un avis sur la réalité de la chose qu'il est en train d'acheter. Et si demain un régulateur veut contrôler l'existence de la chose, même chose, il aura tout ce qu'il faut pour le vérifier. Pour l'instant, c'est du PowerPoint, c'est des idées. J'ai vu les gens de Total, j'ai vu les gens de Leclerc, j'ai vu les gens de Carrefour, j'ai vu aussi des producteurs. Tout le marché est intéressé parce qu'aujourd'hui, ça se fait à la bonne franquette. Coup de téléphone, fax, pigeon voyageur, fichier Excel. Et puis, ça commence à bricoler. Et on commence à voir des faux chantiers. Il y a des mecs qui fabriquent des certifs qui n'existent pas. Il y a des arnaques qui commencent à se créer. Donc, cette proposition intéresse le marché parce que c'est un marché qui a envie d'avoir de la traçabilité. Il n'y en a pas. J'en suis au stade 0. Il faut écrire un white paper. Justement, on parlait du white paper qui va raconter toute cette histoire. Il faut aussi technologiquement des ressources pour adapter des protocoles. Alors, on a démarré, mais il y a des choses à faire pour que le protocole Green Token puisse faire tout ce que je viens de vous raconter. Quelques idées de volume d'argent. Chaque année, c'est 2 milliards qui sont dépensés par les 200 boîtes en question pour acheter des certifs. Et ce qui est rigolo, c'est que s'ils ne font pas ça, ils vont payer 30 milliards. Donc on leur dit, si tu n'achètes pas les certifs, Total, tu vas avoir une taxe et un coup de bambou derrière la tête tellement fort que tu as vraiment envie d'acheter des certifs. Donc sur la période de 3 ans, c'est 2 milliards par an, ça fait 6 milliards au total qui vont être dépensés. Ça, c'est notre marché. Il y a une certitude de dépenses. Parce que s'ils ne dépensent pas les 6 milliards en question, ils vont payer 30 milliards de taxes. Donc ils cherchent des certifs, ils en cherchent partout, parce qu'il en manque. Mais ils ne veulent pas acheter n'importe quoi, parce que s'ils achètent un truc qui est faux, ils finiront par payer une taxe tout en s'étant fait arnaquer en achetant un truc qui ne vaut rien. Donc j'ai besoin de gens pour m'aider pour le white paper. Il va falloir faire un site web, il va falloir faire l'ICO, il va falloir faire la techno. J'ai mis quelques ressources en place, j'ai fait des trucs dans ma vie avant, donc j'ai la chance de connaître des informaticiens et d'avoir un petit peu de sous. Mais voilà, avec Alfonso, et je le remercie de me donner l'occasion de vous en parler, on s'est dit que c'était certainement un bon cas pratique à vous partager, à vous proposer si vous souhaitez y participer. Est-ce que vous avez des questions? On doit passer par un financement plus traditionnel. Pour qui? Alors ça, c'est une bonne question. J'en suis à ma 3e boîte. Les 2 premières, j'ai levé 25 millions d'euros en private equity. Private equity, c'est des investisseurs en capital. L'ICO, ce n'est pas dilutif. Je vais garder ma boîte. Je vais garder mon capital. Pardon. Je vais garder mon capital. Personne ne va me piquer ma boîte. Chaque fois que j'ai levé de l'argent, on m'a pris 30 à 40% du capital de ma boîte. Je pense que ce qui est rigolo dans les ICO, qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure, c'est qu'on sépare complètement le rôle d'investisseur qui veut gagner de l'argent de celui qui rentre au capital et qui aura un droit politique. J'ai eu des investisseurs qui étaient nuls en stratégie, de mon point de vue, et qui me partageaient leurs idées sous prétexte qu'ils avaient mis de l'argent dans la boîte, qui n'était pas le leur, qui était l'argent de quelqu'un d'autre d'ailleurs. En quoi un investisseur, il a des idées? On ne lui demande pas ça, on lui demande de financer. Il prend un risque, il va faire un upside ou il va perdre son argent, c'est ça qu'on lui demande. Ce n'est pas du tout la même chose que de rentrer dans l'intimité politique d'une boîte. Non. Donc non, je ne veux plus lever d'argent en equity pour financer un projet. J'ai un projet, il va gagner de l'argent, celui qui met des sous dedans, ou il va en perdre, mais je ne lui demande pas de faire ma stratégie, de participer, de voter. Ça ne m'intéresse pas. Il prend mes idées ou il prend un autre projet. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est fruit de mon expérience. Après 2 projets. Donc c'est pour ça. Je ne veux pas un financement classique par l'equity. Hors de question. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En partie. Qui finance? C'est les clients. Et ça, c'est l'autre côté intéressant des ICO dont on a parlé. C'est finalement, moi, c'est peut-être Total qui va me financer en préachetant des tokens, qui va utiliser. Et ça, je trouve ça vachement rigolo de créer une boîte et d'avoir des clients qui vous préfinancent finalement et qui vont avoir le produit qu'ils souhaitent. C'est un peu du crowdfunding dont on parlait tout à l'heure. Alors, ce ne sera pas aussi noir ou blanc. Évidemment, il y aura un mix. À un moment donné, il y aura de l'equity et il y aura des tokens. J'en suis à peu près sûr. Oui? Donc, chaque token représenterait ce sera un utility token qui représenterait un contrat carbone. Ouais. Non, énergie. C'est pas carbone. Les C2E, c'est de l'énergie. Il y a un autre dispositif pour les carbones, mais là, c'est international. C'est Gazprom, c'est les Russes et tout. Non, ça, c'est pas pour moi. Ce ne serait pas une blockchain qui permettrait d'authentifier les contrats énergie. Ce serait un utility token type ERC20 sur blockchain Ethereum qui serait échangeable. Oui, parce qu'en France, il y a un monopole d'enregistrement des certifs. C'est une délégation de service public. Je ne peux pas monter mon machin à fabriquer des certifs. Ça, c'est centralisé, vérifié par le ministère de l'écologie, tamponné, certifié, l'ADEME, machin, tout ça. Par contre, le forward, le truc qui est avant. Un chantier, ça peut prendre 2 ans.
et fabriquer des certifs. C'est quand même dommage. Entre le début du chantier et le moment où c'est un certif enregistré, il va se passer 2 ans, ce n'est pas liquide. Autre avantage de la crypto, c'est que c'est liquide. On rend liquide un truc qui n'est pas liquide. Bah, là, j'ai des acheteurs et des vendeurs. J'ai des acheteurs qui sont obligés d'acheter. C'est génial. Ils sont obligés d'être clients. Donc je sais que ça va circuler. Non. Imaginez un business, c'est la première fois de ma vie que je vais faire un business dans un truc où les clients sont obligés de dépenser des sous. C'est génial. C'est très original. Mais malgré tout, ce n'est pas du bullshit. Pour une fois, j'ai l'impression d'être utile à quelque chose. Ça va faire du bien. Parce que c'est vraiment un truc auquel je crois beaucoup, ce dispositif qui permet d'améliorer l'équipement des gens. Alors, il y a même des certificats, on commence à créer d'autres classes de certificats pour des gens qui ont moins d'argent. Enfin bon, ça commence un peu les certificats un peu sociaux. C'est un truc qui va faire du bien. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va lever un petit peu la séance. Et puis, si vous avez envie de poser des questions. Merci en tout cas pour votre écoute. Bonsoir.